Comme à notre habitude, grande interrogation, Côte d'Ivoire, condamnation des militants du PPACI, une autre provocation du régime, nous nous interrogeons. Côte d'Ivoire, condamnation des militants du PPACI, une autre provocation du régime, nous nous interrogeons. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des patriotes, des nationalistes, de tous ceux qui rêvent de voir l'Afrique libre et surtout souveraine. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. D'ailleurs, nous allons vous lire, mesdames, messieurs, la déclaration du PPACI. Le jeudi 9 mars 2023, le PPACI a appris avec indignation et consternation la condamnation sévère de 26 citoyens ivoiriens militants du parti à la suite d'un procès dans lequel le procureur n'a jamais fourni la moindre preuve pour étayer son accusation de trouble à l'ordre public. L'on se souvient que le 24 février 2023, 27 militants et sympathisants avaient accompagné le secrétaire général du PPACI, convoqué alors dans une affaire présumée d'attaque d'un camp militaire situé à Abobo, intervenu le 21 avril 2021, selon un communiqué du procureur de la République. Interpellés puis inculpés pour flagrant délit à l'ordre public, ces citoyens sont condamnés depuis hier par la justice dans un procès dont le verdict a été rendu très tard la nuit à des peines d'emprisonnement de 24 mois. Pour le PPACI et son président, cette décision de justice arbitraire porte gravement atteinte à la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire qui prescrit la liberté de réunion et de manifestation pacifique et, par conséquent, à notre pacte républicain et national. Cette condamnation vient rallonger inutilement la liste des prisonniers d'opinion dans notre pays depuis 2011 et ne contribue nullement à créer et à entretenir un climat de paix et de cohésion dans notre pays. Il convient de relever à ce propos qu'un seul des inculpés a été acquitté dans cette procédure. Il se trouve qu'il est le seul qui ne se réclame pas de notre parti. Cette décision, qui dévoile une fois encore, si besoin en était, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire de la Côte d'Ivoire, est de nature à mettre en péril le processus de réconciliation nationale pour lequel le président Laurent Gbagbo a donné suffisamment de gages depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Le PPACI relève que ce qui est en jeu ici est la sauvegarde des acquis démocratiques obtenus dans la douleur par le peuple dans les années 90. Devant une telle menace existentielle pour la cohésion sociale, le PPACI dénonce ces condamnations qu'il juge iniques, arbitraires et politiquement orientées, demande la libération sans délai de ces militants injustement condamnés, dénonce l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, rassure les militantes et les militants arbitrairement condamnés ainsi que leurs familles de son soutien et de sa mobilisation jusqu'à leur libération, tient entièrement et exclusivement responsable au gouvernement de la détérioration du climat politique et social dans un environnement régional très instable marqué par de profondes crises politique. Informe ses militantes, ses militants et sympathisants, l'opinion nationale et internationale, que les instances du parti se réuniront dans les plus brefs délais pour tirer toutes les conséquences de cette provocation injustifiée du gouvernement ivoirien à l'égard de notre parti. Demande à cet effet aux militantes et militants de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre du parti. C'est fait à Abidjan le 10 mars 2023 pour le parti, le porte-parole, le ministre Justin Katinan-Koné, deuxième vice-président du CSP, VPE chargé de la diplomatie et de l'intégration africaine. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons ce matin Côte d'Ivoire, condamnation des militants du PPACI, une autre provocation du régime. En tout cas,
C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaï ici. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce lundi 13 mars de l'an de grâce 2023. Albert Anatolaï ici, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jésus Langos. Je dis bonjour aux techniciens, spécialement à Gires qui fait un travail formidable. C'est lui qui nous permet, je crois, d'être très visible. Je dis bonjour aux millions de téléspectateurs, des téléspectatrices. Elles sont désormais très nombreuses, ces femmes, ces Amazones, justement, qui sont engagées dans notre combat. Je dis bonjour aux afro-descendants, à tous ces Noirs, si vous voulez, qui sont partout dans le monde, qui sont victimes des racismes, des xénophobies, que ce soit du côté de ce pays qui a la prétention d'être la plus grande démocratie au monde, je parle des États-Unis, que ce soit ailleurs en Asie, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. En tout cas, ils ont mon salut ce matin. Et je salue tous les panafricanistes, qu'ils soient du côté de l'île de la Réunion, qu'ils soient du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, qu'ils soient du côté de Paris ou ailleurs, en territoire hexagonal, ils ont mon salut. Quand je l'ai dit, je veux commencer comme à mon habitude par un coup de gueule. Steve Jésus Langos, dans une interview accordée, je crois hier, au journal, au quotidien français dénommé Le Point, Jupiter, une fois de plus, après son interview accordée il y a l'année dernière, aussi en début d'année, à TVC Monde, pour ceux qui ne savent pas, Jupiter, c'est Macron, nous dit une fois de plus qu'il est panafricaniste et qu'il est conscient de ce que, sur le continent africain, il y a une effervescence politique qui s'appelle le panafricanisme, laquelle effervescence politique, enfin, à laquelle il souscrit, je pense qu'il prend également en témoin le fait que avant lui, il y a eu Sankara qui avait affirmé son panafricanisme à l'endroit de la France et de François Mitterrand. Il prend en témoin également l'un de ses deux prédécesseurs, en l'occurrence François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui ont fait face justement à ce mouvement panafricaniste. Je pense qu'il lui reste seulement une seule chose à M. Jupiter, de dire qu'il est devenu Jésus-Christ. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaï, ici. Ça me fait sourire ce matin que vous me disiez qu'Emmanuel Macron déclare haut et fort, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois. Oui, c'est lui qui le dit, qu'il est panafricaniste. Je pense que c'est la deuxième fois ou la troisième qu'il le déclare d'ailleurs devant les caméras de télévision, alors devant les micros de certains journalistes. Le sujet qui nous intéresse, Albert Anatolaï, ici, vous qui êtes journaliste d'investigation, il faut préciser par ailleurs que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo, a dénoncé le 10 mars dernier la décision de justice arbitraire après la condamnation la veille de ses militants à 2 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Est-ce une autre, on va le dire comme ça, attaque de la part du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara? C'est une énième provocation. Depuis la création du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, par le président Laurent Gbagbo, après son retour de sa déportation à la Cour pénale internationale, c'est la énième provocation. Il y a beaucoup de pots de bananes qui ont été jetés, n'est-ce pas, sur le chemin qui menait au processus de création de ce parti politique. Il y a eu beaucoup d'entraves qui ont été portées par le régime Ouattara contre certains cadres de ce parti politique qui désormais a assumé son panafricanisme. Et je voudrais, c'est une parenthèse, vous indiquer que dès son retour de sa déportation justement de la Cour pénale internationale, au regard du soutien justement que lui ont manifesté les panafricanistes à la fois du continent africain et d'ailleurs, Laurent Gbagbo a pensé qu'il fallait qu'il change de trajectoire idéologique.
au départ, il était socialiste et au regard des misères qu'il a vécues avec les socialistes, qui prenaient comme étant ses amis, ses camarades politiques, mais qui ne servent que les intérêts à la fois de la France et de l'Occident et qui l'ont abandonné dans ce combat, il a choisi notre ligne idéologique, à savoir le panafricanisme. Et vous savez, dans le contexte ivoirien actuellement, revendiquer que vous êtes un panafricaniste, ça fait de vous, bien évidemment, une cible privilégiée à la fois de l'oligarchie criminelle actuellement aux affaires de ce côté-là et de ses alliés de l'Hexagone. Il importe donc ici de préciser qu'il s'agit, comme vous l'avez indiqué, d'une énième provocation du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui nous a fait croire qu'il était engagé dans un processus de réconciliation nationale. Il a même créé tout un ministère. Mais ce qui est contradictoire et paradoxal, c'est qu'il a confié la gestion de ce ministère, de ce processus de réconciliation nationale à un personnage sans envergure politique. C'est-à-dire quelqu'un qui était en quête d'extrapointant politique, en la personne de Kakabe Kwadjo Konan Betan, qui avait, je crois, 5 militants et qui a eu un extrapointant au sein du gouvernement de Ouattara. Ça, c'est de deux. Vous ne faites donc pas, comme nous avons eu à le dire déjà dans notre débat relatif à cette problématique, indiquer que vous ne faites pas confier un projet aussi sérieux, aussi sensible à un personnage sans envergure, et sans aucune concertation ni consultation avec les autres forces politiques ou les autres leaders d'opinion, n'est-ce pas, du côté de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, c'est une parenthèse, une fois de plus, vous indiquer que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est exactement la même chose qui se passe dans tous les enclos coloniaux français. C'est-à-dire, vous avez une administration, vous avez une justice coloniale qui a gardé, j'ai envie de dire, les réflexes justement de la colonisation ou du bien des administrateurs coloniaux. Monsieur, si je ferme la parenthèse, monsieur Alassane Dramane Ouattara nous a fait comprendre que dans le processus de réconciliation nationale, en perspective ou en cours, il était question désormais qu'il n'y ait plus de prisonniers d'opinion du côté de la Côte d'Ivoire. Il y en a encore des milliers de prisonniers d'opinion du côté de la Côte d'Ivoire. Deuxième élément qu'il faut en mettre à l'actif de notre analyse, c'est quoi? C'est que avant la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale, on se serait attendu que M. Alassane Dramane Ouattara nous fasse le point, n'est-ce pas, du rapport, n'est-ce pas, de Charles Konabani, celui-là qui avait été désigné comme devant diriger la fameuse commission vérité et réconciliation nationale, quoi, commission vérité et réconciliation nationale, tout comme ça. Et il nous revient que le rapport de Charles Konabani avait été jeté dans le broyeur à papier. C'est-à-dire dans le contexte des événements qui ont conduit à l'assassinat des millions à l'assassinat planifié des millions d'Ivoiriens. Lorsque vous lisez ce communiqué, qui est l'émanation du secrétariat justement du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, il faut constater qu'il y a carrément un procès expéditif qui a abouti à la condamnation tout aussi expéditive de 26 militants et sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ce communiqué vous dit également que la seule personne qui a pu réussir à sauver sa tête, c'est celle qui n'était ni proche ni sympathisante de cette formation politique. Ça veut donc dire que là, nous sommes véritablement engagés dans un processus d'épuration politique qui vise justement à intimider toute vérité de contestation ou de contradiction politique du côté de la Côte d'Ivoire. Je voudrais également vous rappeler, M. Ngos, que dans un contexte pas très lointain, M. Alassane Dramane Ouattara avait pris sur lui, en tant que, justement, mandataire du peuple ivoirien, de décider de l'avenir politique des autres acteurs politiques en Côte d'Ivoire, au prétexte qu'il faut rajeunir la classe politique en Côte d'Ivoire.
Et il est présenté comme étant un démocrate. C'est vrai que vous avez savoir que ce n'est pas un démocrate, quelqu'un qui dit qu'il ne se représente pas à une élection présidentielle et il postule à nouveau pour un troisième mandat, il est tout sauf un démocrate. C'est un menteur. Nous l'avons toujours dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important pour les Ivoiriens, tout comme pour les panafricanistes que nous sommes, de tirer tous les droits, je veux dire, toutes les conséquences de droit relatives à cet acte, une fois de plus, qui a été posé par la justice aux ordres, soit dit en passant, de M. Alassane Dramane Ouattara, qui, comme j'ai eu à le dire, il est en train de choisir, comme du côté du Sénégal, ses adversaires politiques, du côté de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara va toujours faire de la politique taillée sur mesure, taillée à sa mesure, chercher ses propres candidats, choisir ses candidats, ou alors sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle? Je pense que lorsque nous parlons des contradictions, de ce qui s'étale, de ceux qui s'étalent comme étant des démocrates et qui nous donnent des leçons, oui, notamment Macron et consorts, voilà un exemple de cette contradiction où quelqu'un, de manière solennelle, s'adresse à la fois à son peuple et à l'opinion internationale pour leur indiquer qu'il ne se représentera jamais, n'est-ce pas, pour un troisième mandat à l'élection présidentielle. Il va s'occuper de ses petits enfants. Il va s'occuper, il est même très surchargé, il rentre chez lui, il se couche à 4 h du matin parce qu'il faut traiter les dossiers de la République. Il faut qu'il s'occupe de la fondation qui porte son nom. Il faut qu'il s'occupe de ses enfants et de ses petits-fils. Mais qui prend un malin plaisir à éliminer, je veux dire, ces dauphins, encore que nous ne sommes pas dans une monarchie du côté de la Côte d'Ivoire, mais qu'il a transformé en monarchie pour garantir les intérêts de sa belle famille, de ses amis criminels, il faut le dire. Donc, dans ce genre de contradiction, quelqu'un qui vous dit, surtout dans le contexte africain, un vieillard, ça ne ment pas. La parole d'un vieillard est d'argent, est d'or, je veux dire, est d'or. Alors qu'un vieillard, parce que monsieur, dans le contexte africain, Alassane Dramane Ouattara, c'est un vieillard, c'est un patriarche, il peut être considéré comme un patriarche, mais c'est un patriarche déshonoré. Parce que dans le contexte, dans la cosmogonie africaine, un patriarche a une seule parole. Il ne se dit jamais. Mais sauf quand du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez un parent assez extraordinaire qui ment dans le contexte, dans la cosmogonie, dans les us et coutumes africaines. Un patriarche, ça ne ment jamais. Vous avez donc du côté de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui a l'âge, j'ai envie de dire, d'un patriarche, mais qui ment, qui ravale sa parole, qui ne respecte pas sa parole. C'est ça qui est la question. Alors, il se donne donc le pouvoir, non seulement de déterminer, lui, le patriarche menteur, de déterminer la carrière politique de ses adversaires politiques, mais en même temps de circonscrire la limite d'âge sans aucune consultation référendaire du côté, je veux dire, du point de vue des mandats présidentiels, du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, il se donne donc cette liberté sans aucune consultation référendaire. Je crois qu'il n'y a pas meilleure dictature que celle-là. Quand je le dis, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont considérés comme les acteurs politiques majeurs du côté de la Côte d'Ivoire doivent prendre absolument leurs responsabilités. Même si nous savons que du côté de la Côte d'Ivoire, la scène politique est absolument truffée à la fois des trahisons, des dénis et des alliances contre nature. Mais en même temps, lorsqu'on prend la casquette, lorsqu'on porte la carcasse, je veux dire la casquette de panafricanisme, comme c'est le cas du parti des peuples africains, il est important qu'on soit cohérent. Je voudrais donc demander aux combattants panafricanistes qui sont militants et sympathisants du côté de la Côte d'Ivoire et regroupés au sein du parti des peuples africains Côte d'Ivoire de prendre leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont étrangers dans leur propre pays. Les Ivoiriens ne sont plus citoyens de leur propre pays, ils sont en exil dans leur propre pays. Désormais, la Côte d'Ivoire est devenue la propriété des Français, des Libanais,
des Marocains, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est question qu'il se réveille, que ce peuple-là se réveille de son coma pour réclamer, pour faire exactement ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, pour faire exactement ce qui se passe du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, du côté, en tout cas, de ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans la perspective de l'éveil à la fois des consciences, mais surtout de la souveraineté de nos États. Albert Anatole, ici sur le continent noir, on déclare souvent que la peau de la panthère, c'est toujours la panthère. Est-ce que le parti de Laurent Gbagbo fait peur au régime d'Alassane Dramane Ouattara? Pas seulement le parti de la... je veux dire que l'homme politique, d'abord l'homme politique que représente Laurent Gbagbo fait peur. À deux titres, au moins. Je dis bien à deux titres au moins. Laurent Gbagbo, c'est un patriote. Il a connu la galère des geôles. Il a fréquenté en tant que combattant politique les geôles ivoiriennes, d'abord sous Houphouët-Boigny, et également sous son héritier, l'un de ses héritiers, en tout cas qui se revendique comme tel, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Il a connu pire même sous Alassane Dramane Ouattara. Donc l'homme politique qui s'appelle Laurent Gbagbo fait peur. Parce qu'il a des états et services politiques connus, incontestables, incontestés. Je voudrais quand même ici vous rappeler que Laurent Gbagbo est le seul homme politique en Côte d'Ivoire. Les documents sont là, qui a eu le courage de s'engager dans une rupture radicale avec la France-Afrique. Laurent Gbagbo est le seul homme politique qui a eu le courage à revoir les contrats signés, que ses prédécesseurs avaient signés avec la France, que ce soit avec l'État ivoirien, que ce soit dans le cas des contrats pétroliers et autres avec certains États occidentaux, européens, notamment la France. Il a été le seul à avoir ce courage et ça lui a coûté ce que nous savons aujourd'hui. Ça a coûté aux Ivoiriens la planification d'un génocide programmé par l'ONU, il faut le dire, par l'ONU. Il faut le dire. C'est-à-dire ça a coûté à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens la planification d'un génocide qui a été mis en musique à la fois par François Mitterrand, par Sarkozy. Il s'agit d'un pan de l'histoire africaine, c'est notre histoire. C'est un pan de notre histoire qui ne doit pas être caché. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, qu'on s'en occupe. C'est important. Il est important, si ce n'est pas nous, que notre descendance s'en occupe. Parce que nos ennemis, ce n'est pas nos adversaires politiques, ce sont nos ennemis, il faut le dire. Il faut que nous, ou nos descendants, s'en occupent. Laurent Gbagbo a donc été le seul à avoir eu le courage politique de dire, mais attendez, est-ce que la Côte d'Ivoire appartient-il aux Ivoiriens ou la Côte d'Ivoire appartient à la France et ses alliés? La preuve, aujourd'hui, vous avez pratiquement 20% du territoire ivoirien qui a été acheté par la France. Pour construire quoi? Pas les plantations, pour nourrir les Ivoiriens, mais pour construire des académies militaires, pour construire des bases militaires. En d'autres termes, transformer la Côte d'Ivoire en une deuxième colonie. À une autre colonie, n'est-ce pas? À une autre colonie, une colonie de peuplement, n'est-ce pas, de la France. Dans le contexte, ça a fait l'objet d'un coup de gueule, c'est une parenthèse là, ça a fait l'objet d'un de mes coups de gueule, il y a quelques jours, sur ce plateau, où je vous indiquais que dans la perspective de la CAN 2023, qui est annoncé cette année du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez un contrat de plus de 80 milliards de francs CFA qui est attribué aux entreprises françaises. Ça veut dire que, selon Ouattara et son gouvernement, ils n'ont pas pu trouver en territoire ivoirien
ou sur le continent africain, un événementiel qui est capable d'apporter, d'assurer la sécurité, d'apporter les moyens logistiques et tout ce que cela comporte autour de l'organisation de la CAN, au point d'octroyer un contrat de 80 milliards de francs CFA à des multinationales françaises qui vont rapatrier cet argent parce qu'ils n'ont pas obligation à garder leur argent chez nous, un peu exonéré d'impôts. Je crois que nous avons un problème. Nous avons un sérieux problème, M. Steve Zedongo. Donc je pense que les parenthèses que j'ouvre relativement à la thématique mise en débat ce matin rejoignent ce que j'ai eu à le dire, c'est-à-dire que nous avons affaire du côté de la Côte d'Ivoire comme dans nos enclos coloniaux, sous les administrations françaises, une administration coloniale. La preuve que vous avez du côté de la Côte d'Ivoire une justice coloniale aux ordres justement de l'administration centrale. On va vous dire que la justice est indépendante du grand n'importe quoi. Pourtant, on nous a enseigné depuis le bas âge que la justice est aveugle mais pas sourde. Comment est-ce qu'on peut avoir un procès aussi expéditif et surtout dans la nuit? Non, la justice ne peut pas être, ni aveugle ni sourde. Parce que la justice, c'est pas un robot. La justice, c'est une institution. Vous connaissez très bien l'effigie de la justice. Non, la justice, c'est la balance. Mais cette balance n'est jamais... Quand bien vous regardez la balance, cette balance n'est pas équitable. Je laisse la balance de côté. Non, elle n'est pas équitable. Elle n'est pas équitable. Je veux dire, ce sont les symboles des autres, ce sont les symboles napoléens. Ça n'a rien à voir avec... Dans le contexte africain, la justice, c'est pas... Le symbole de la justice, c'est pas ça. Dans la cosmogonie africaine, la justice, c'est l'arbre à palabre. Et elle est équitable. Mais le symbole que vous convoquez n'est pas équitable. Elle n'est même pas juste. La preuve, c'est que lorsque vous observez justement les agissements, les actes posés par ceux qui vous prennent, ou qui sont, je veux dire, les défenseurs, n'est-ce pas, ou les pourfendeurs du droit international, quels sont leurs agissements? Est-ce que leurs agissements cadrent avec les concepts creux dont ils nous bassinent les oreilles avec, ou bien ça cadre avec les discours? Ça ne cadre pas du tout. J'aime toujours prêcher pour ma chapelle, dans le contexte africain. Dans le contexte africain, lorsque vous faites l'inventaire des interventions militaires étrangères sur le continent africain, ces interventions militaires reposaient-elles sur le droit international? Je voudrais vous convoquer sur les événements, n'est-ce pas? Je voudrais vous convoquer je voudrais convoquer ici, je voudrais convoquer ici les événements qui ont eu lieu en 2011 du côté de la Libye. Est-ce que l'assassinat à la fois de Mouammar Kadhafi et une partie du peuple libyen reposait sur le respect du droit international? Du tout. Est-ce que l'assassinat de Mouammar Kadhafi et des Libyens reposaient sur les principes démocratiques? Non. L'assassinat de Mouammar Kadhafi et des Libyens, qui jusqu'ici est resté sans conséquence, reposait sur les intérêts à la fois personnels et des États criminels, notamment la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, entre autres. Ça ne reposait pas sur le droit international, ça ne reposait pas sur les principes démocratiques, contrairement à ce que les médias et les analystes du dimanche vous ont dit sur le plateau. Donc, c'est pour faire comprendre une chose. Je refuse de reprendre à mon compte les symboles de la justice, les symboles de la justice, parce que la justice n'est pas équitable, elle n'est même pas juste dans la justice. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, pour terminer, qu'aujourd'hui,
on ne respecte rien dans le contexte, je veux dire dans le contexte international, dans le contexte géopolitique international, la justice, les droits internationaux sont bafoués. Les droits humains sont bafoués. La démocratie, c'est bafoué. Mais la démocratie, finalement, pour eux, c'est du fascisme, en réalité. C'est-à-dire qu'ils viennent vers vous avec les oripeaux des démocrates, mais habillés en fascistes. Pour sortir, je voudrais vous convoquer dans l'actualité qui se passe actuellement du côté du Congo. Mais vous avez un pèlerin qui était tout récemment du côté du continent africain. Il lui a été demandé de condamner de manière formelle l'invasion rwandaise du Rwanda. Non, il a été demandé de manière formelle de condamner l'invasion par le Rwanda de la République démocratique du Congo, je veux dire. Est-ce que ça a été fait? Ça ne peut pas être fait. Mais il vous demande, il vous exige, mais il vous impose de condamner ce qui s'appelle l'invasion de la Russie de l'Ukraine. Il vous l'impose. Mais il est clair que derrière le Rwanda, vous avez les États-Unis, vous avez la France. Dites-moi un peu, est-ce que le Rwanda produit le coltan, le cobalt, le tantal et toutes ces matières premières qui permettent à l'économie rwandaise de fonctionner? Je ne pense pas. Mais il vous impose, n'est-ce pas, la politique du deux poids, deux mesures. Et ils vous disent qu'ils sont dans le respect du droit international. N'est-ce pas? Dites-moi, à quel niveau le droit international est respecté du côté de la République démocratique du Congo? Voilà donc les contradictions. Voilà donc les mensonges, la manipulation, très souvent, dont certains peuples, certains Africains sont les victimes. Il faut nous comprendre que le monde d'aujourd'hui et même d'hier ne fonctionne pas tel que nous pensons. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Dans tous les cas, le PPACI dénonce des condamnations qu'il juge iniques, arbitraires et politiquement orientées, demande la libération sans délai de ces militants injustement condamnés, dénonce l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, rassure les militantes et militants arbitrairement condamnés ainsi que leurs familles de son soutien et de sa mobilisation jusqu'à leur libération, tient entièrement et exclusivement responsable le gouvernement de la détérioration du climat politique et social dans un environnement régional très instable marqué par de profonde crise politique, et informe d'ailleurs ses militantes et militants et ses partisans, l'opinion nationale et internationale, que les instances du parti se réuniront dans les plus brefs délais pour tirer toutes les conséquences de cette provocation injustifiée du gouvernement ivoirien à l'égard du parti du PPACI. Il demande à cet effet aux militantes et militants de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre du parti. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sur le passant pour cette édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.